approbation, nous épargner bien sûr le débat. Nous allons par contre d'abord nous assurer de la recevabilité de ce projet de loi conformément à l'article 132, alinéa 3 de notre règlement intérieur. Et par la suite, après la recevabilité, nous allons libérer Monsieur le ministre d'État, ministre de la Justice. Nous aurons à adopter l'exposé des motifs ainsi que les articles y afférents une fois que nous aurons terminé avec nos questions orales avec débat et que nous aurons libéré les membres du gouvernement. Mais à ce stade, pouvons-nous nous prononcer sur la recevabilité de ce texte de loi? Qui sont pour? Qui sont contre? Qui s'abstiennent? La majorité est pour. Et donc, ce déclaré recevable. Remercions Monsieur le ministre d'État, ministre de la Justice et garde de Sceaux, et le prions de bien vouloir prendre congé de notre institution. Honorables sénateurs et chers collègues, à présent nous passons aux deux questions orales avec débat. Il s'agit de la question orale avec débat du collègue Jean-Pierre Batumoko Afozunde, relative à la destination des entités décentralisées et déconcentrées du territoire de Ouatsa, dans la province de Haut-Ouélé, et celle du collègue Jean Bamanissa Saïdi, sur la production de la carte d'identité nationale et des cartes biométriques des policiers. Ces questions orales avec débat vous ont été distribuées. Voici comment nous allons procéder. Nous commencerons par le collègue Batumoko qui donnera lecture de sa question orale avec débat. Ensuite, le vice-premier ministre viendra donner sa réponse. Sera ensuite le tour du collègue Bamanissa. Et puis nous pourrons ouvrir le débat sur les deux questions. Nous invitons notre collègue Batumoko à vouloir venir prendre la parole et donner lecture de sa question orale avec débat. Ya VP ministre Mokonzi Mulandi Jacques Chabini azotala bango Chabani azotala bango makambo matali bango mundele mboka bakolandana mpona kopesa bango mituna po ete mwana mboka Chabani azoka bongo koyanola kasi nayoki ete motion moko elingi kopesama. C'est une motion honorable procédure. Honorable monsieur. Merci beaucoup, honorable président. Juste une proposition par rapport à la procédure. Je propose que puisse procéder à la lecture des questions respectives et que le vice-premier ministre, excusez-moi, les vice-premiers ministres et ministres de l'Intérieur répondent une bonne fois pour toutes. Oui, vous avez un peu effrayé le pauvre vice-président à mes côtés. Je pensais qu'il allait être invité à répondre. La proposition était que ce soit pour une question de clarté que les deux réponses soient données. Mais on peut aussi tenir compte de votre proposition pour nous assurer voilà, de la célérité de nos travaux. Je vais peut-être proposer deux pour et deux contre et puis on peut lever l'option. Comme ça, les deux collègues vont intervenir et le ministre viendrait répondre aux deux questions. Et on va ouvrir le débat. Est-ce que cela vous agrée? Ok. Il en est ainsi décidé.
Et donc, l'honorable Banimanissa interviendra après le collègue Batumoko pour aussi donner lecture de sa question orale avec débat. Vous avez la parole, honorable Batumoko. Honorable Président, merci beaucoup pour la parole. Honorable Président, honorable membre du bureau, honorable sénateur, chers collègues, je vous fais la lecture de ma question orale avec débat adressée au ministre, au vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur. Excellence, sur pied des articles 100 et 138 de la Constitution ainsi que 160, 161, 165 et 166 du règlement intérieur du Sénat congolais, j'ai l'honneur de vous adresser la présente afin d'obtenir les éléments de réponse sur les actes que vous avez posés en imposant, comme chef coutumier, un ressortissant d'une tribu extérieure au groupement Bouboutali de la chefferie de Mariminza en territoire de Ouacha, et aussi des motivations qui vous ont animé à créer de votre gré de nouvelles chefferies, notamment le Banga Mayogo et Barilogo dans le secteur de Kibali qui est composé de 6 tribus. En effet, Monsieur le vice-premier ministre, certains acteurs de vos actions dans la province du Haut-Ouélé laissent voir clairement que vous voulez créer des sécurités en activant des conflits intercommunautaires pour brûler qui jusque-là est très pacifique, sans conflit intercommunautaire, actif à côté des provinces de l'Ituri, du Nord Kivu et de la République du Soudan du Sud en insécurité permanente. Ainsi voudriez-vous, Monsieur le vice-premier ministre, 1. Expliquer vos motivations pour votre implication trop brutale et miraculeuse en violation flagrante des lois numéro 08/016 du 17 octobre 2008 portant composition, organisation et fonctionnement des ETD et la loi numéro 15/015 du 27 août 2015 fixant les statuts du chef coutumier. 2. Argumenter votre préoccupation majeure d'imposer un chef de groupement à la manière de Kamanasabou de triste mémoire dans les Haut-Ouélé. 3. Éclairer l'opinion nationale des types de gestion des nouvelles chefferies que vous venez de créer dans le secteur de Kibali, composé de 6 tribus, soi-disant réhabilitant des anciennes chefferies coloniales, malheureusement qui existaient dans le territoire de Faraj. Logiquement, ça ne peut pas être réhabilité dans le territoire de Ouacha. 4. Démontrer en quoi la création de nouvelles chefferies devient votre priorité dans la province de Haut-Ouélé. Enfin, 5. Éclairer la religion des honorables sénateurs sur le nombre actuel de chefferies en République démocratique du Congo. Monsieur le vice-premier ministre, je vous remercie d'avance pour vos réponses que j'espère satisfaisantes. Merci, honorable. Merci, honorable Batumoko. J'accorde à présent la parole au collègue Jean Bamanissa Saïd. Ayanola, tuna mezali siki maba mokuse ya honorable sénateur Batumoko oyo atuni bongo tuna pona kotala ndenge nini basengi kobatela kimia bongo na tuka Haut-Ouélé pai wapi yoko chefferie Kelami. Vous avez la parole. Merci, honorable président.
Honorable Président, honorables membres du bureau, honorables chers collègues sénateurs, je remercie avant tout le bureau que la question orale avec débat ait été programmée ce jour. Elle date du 27 mai, à une période assez particulière. Je vous fais la lecture de cette question orale avec débat. Monsieur le vice-premier ministre, je me fais le devoir patriotique et civique de vous adresser la présente question orale avec débat, conformément aux dispositions des articles 100 et 138 de la Constitution, telles que modifiées par la loi numéro 11/002 du 20 janvier 2011 portant création de certains articles de la Constitution de la République démocratique du Congo, du décret numéro 22/07 du 2 mars 2022 portant création d'un fichier général de la population en RDC, du décret numéro 011/48 pour création des fichiers publics dénommés au Office national de la population, de la loi 11/013 du 11 août 2011 sur la police nationale congolaise, ainsi qu'aux articles 160 et 161 du règlement intérieur du Sénat. En effet, la carte d'électeur en usage aujourd'hui n'est pas en réalité une carte d'identité. Elle n'a servi qu'à identifier les électeurs pour les différents scrutins combinés du 20 décembre 2023. Aujourd'hui, cette carte ne sert plus à rien et n'est pas utile, surtout qu'avec tout ce que les Congolais éprouvent en termes de difficultés dans les aéroports, les ports, les postes de contrôle et autres lors de leur déplacement ou voyage, l'encre utilisée pour les photos plaquées sur les papiers est complètement effacée. Il sied de rappeler que la délivrance de la carte d'identité nationale octroie aux Congolais non seulement leurs droits, mais également leur dignité au niveau national et international. Ceci est une volonté politique et la promesse ferme du président de la République, chef de l'État, son Excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, qui veut offrir au pays les statistiques fiables de sa démographie à travers les opérations d'identification et des recensements de la population. Ce qui, à coup sûr, devrait ouvrir la voie à la délivrance de cette carte d'identité nationale et lever une fois pour toutes ce vieux défi qui date de 1984. Pour y parvenir, la cérémonie officielle de signature du protocole d'accord relatif au transfert par la CENI des données et autres matériels importants à l'Office national de l'identification de la population ONIP en sigle et à l'Institut national des statistiques INS en sigle avait été présidée en son temps par le Premier ministre chef du gouvernement le jeudi 9 juin 2023 à l'hôtel du gouvernement. C'est d'ailleurs dans cette perspective que le chef de l'État avait reçu à titre symbolique le 30 juin 2023 sa nouvelle carte d'identité, resté et demeurant ainsi le seul Congolais à en posséder. Depuis lors, il s'observe un silence absolu en dehors des guéguerres vécues à une certaine période dans la sélection de l'entreprise qui devrait exécuter ce projet régalien. Cette situation place ainsi les Congolais dans une situation inconfortable, telle des personnes sans attache étatique. Par ailleurs, je souhaite attirer votre attention sur une problématique cruciale concernant le renouvellement des cartes biométriques des policiers de la République démocratique du Congo. En effet, ces cartes, essentielles pour l'identification officielle et la légitimité des forces de l'ordre, ont expiré depuis l'année 2023, sans qu'aucune opération de renouvellement ait été entreprise à ce jour. Cette situation soulève des graves questions de sécurité, de gestion administrative et de conformité aux normes en vigueur. Voilà pourquoi je vous soumets donc les questions suivantes pour éclaircir cette situation et connaître les mesures envisagées. Sur la carte d'identité nationale, 1. Quelle est la politique du gouvernement et particulièrement du ministère en cette matière? À quand la production 2. À quand la production et la délivrance de la carte d'identité nationale des Congolais? 3. Qu'est-ce qui bloque la production de la carte d'identité nationale en RDC? Surtout que bon nombre de Congolais ne disposent pas des passeports. Qu'est devenu et que fait l'ONIP? 5. Quelles sont les dispositions prises pour lever ces blocages?
6. Pouvez-vous nous parler du coût global du projet et de la destination des 20 millions de dollars déjà versés à l'ONIC? À quoi a servi exactement cet argent? 7. Y a-t-il des dispositions mises en place pour créer l'état civil au niveau des villes, communes, chefferies ou secteurs? Si oui, lesquels? Sinon, que prévoyez-vous? 8. Quelle est finalement la firme qui va s'occuper de la conception et de la délivrance de cette carte, après tout le flou entretenu autour de la firme soumissionnaire? 9. Il se constate un exode vers les grands centres urbains tels Kinshasa qui recevraient près de 3000 nouveaux résidents journalièrement. Quelles sont les dispositions prises et à prendre pour l'enregistrement de la population en vue d'un meilleur contrôle de cette dernière? 10. Des citoyens congolais, enfants, adultes, femmes, hommes et vieillards sont en errance, déplacés, certains tués ou déportés, ou encore réfugiés dans les pays étrangers. Quelles sont les conséquences du manque de la carte d'identité pour ces concitoyens? Comment comptez-vous y remédier? 11. D'autres cas d'émigration vers la RDC par des populations voisines sont enregistrés au nord Bangui, sous Bangui, Bazoulé, Otuélé, Ituri, Nord Kivu et Sud Kivu. Quelles sont les dispositions prises pour leur enregistrement et octroi soit de la carte de lecteur, soit des attestations des pertes de pièces d'identité, soit encore de la carte de réfugié? 12. À ce jour, quelles sont les statistiques de la population par territoire, commune, rurale ou urbaine sur l'ensemble de la République démocratique du Congo? 13. Quelles garanties pouvez-vous donner aux Congolais pour leur permettre d'avoir foi à la future délivrance de la carte d'identité nationale? Sur les cartes biométriques des policiers, la question 14. Les policiers détiennent également une carte biométrique valable pour 10 ans. Elle a expiré depuis 2023 pour la plupart des policiers. Quelles sont donc les dispositions prises pour le recensement des policiers et la délivrance de leur carte individuelle? 2. Quelles difficultés ou obstacles ont été rencontrés dans le processus de renouvellement de ces cartes biométriques? S'agit-il d'un problème logistique, financier, administratif ou technique? 3. Existe-t-il un calendrier précis ou un plan d'action pour procéder au renouvellement de ces cartes biométriques? Si oui, quelles en sont les échéances et quelles ressources ont été allouées à cette opération? 4. Quelles mesures ont été prises pour assurer la continuité de l'identification officielle des policiers en l'absence de ces cartes biométriques expirées? Tel est, Monsieur le Vice-Premier ministre, ministre de l'Intérieur, Sécurité, Décentralisation et Affaires coutumières, ma question orale qui attendez-vous des réponses devant éclairer ma lanterne et à travers moi celle de tous les honorables sénateurs. Merci. Merci, honorable Bamanissa. À présent, j'accorde la parole au vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur, pour répondre aux questions orales des honorables Batumoko ainsi que Bamanissa. Biano, bisona VPM Mboka, Papa Jean Bamanissa, vous avez la parole, monsieur le vice-premier ministre. Merci, honorable président, pour la parole donnée. Honorable président du Sénat, honorable membre du bureau de la Haute Chambre, honorable sénateur, en réponse à la correspondance du 13 juin 2025 transmise par l'honorable président du Sénat par sa lettre du 5 novembre 2025, j'ai l'honneur de vous présenter les éléments de réponse à la question orale, avec débat relatif à la prétendue déstabilisation des entités décentralisées et déconcentrées du territoire de Ouatsa en province du Haut-Ouélé. Je salue cette démarche républicaine et m'en vais répondre point par point aux préoccupations soulevées par l'honorable sénateur Batumoko Jean-Pierre. À sa première question, je la reprends, expliquez vos motivations
pour votre implication trop brutale et miraculeuse en violation flagrante de la loi numéro 08/07/016, je m'excuse, du 7 octobre 2008, portant composition, organisation et fonctionnement des ETD, et de la loi numéro 15/015 du 25 août 2015, fixant le statut des chefs coutumiers. Ici, l'auteur de la question n'indique pas les dispositions précises des lois qu'il estime que nous avons violées, ce qui rend effectivement l'exercice auquel il m'a invité assez compliqué et complexe. Toutefois, je tiens à préciser que mon intervention dans ce dossier n'a été ni brutale ni miraculeuse, car en matière coutumière, la désignation d'un chef de chefferie relève d'abord de la coutume locale. Conformément à l'article 1er de la loi précitée, c'est-à-dire la loi numéro 15/015 du 25 août 2015. Le pouvoir public se limite tout simplement à reconnaître cette désignation faite par les coutumiers. Dès lors, l'acte de reconnaissance d'une autorité régulièrement désignée selon la coutume, et ici il faut préciser la coutume locale, ne saurait être interprété comme une immixtion illégale, et encore moins une brutalité, et surtout pas un acte miraculeux, car il n'est que la matérialisation, la prise d'acte par l'État d'une volonté légitime exprimée par le pouvoir coutumier. En ce qui concerne la deuxième question posée par l'honorable sénateur, il me demande d'argumenter la préoccupation majeure d'imposer un chef de groupement à la manière de Kamwina Nsapu. Ici, je voudrais souligner que ce n'est pas très correct de revenir comme ça sur des événements douloureux qu'une partie de notre territoire et de nos populations a traversé dans des moments difficiles. Je voudrais ici rappeler que le ministère de l'Intérieur, Sécurité, décentralisation et affaires coutumières ne désigne pas les chefs coutumiers. Ce pouvoir appartient exclusivement aux familles régnantes. En vertu de l'article 13 à 17 de la loi précitée, la loi numéro 15/015, le rôle du ministère consiste uniquement à avaliser et reconnaître les choix effectués conformément à la coutume, comme je l'ai dit tout à l'heure. Ainsi, le ministre se limite strictement aux prérogatives légales dans le cadre de la supervision des activités relatives aux affaires coutumières. En ce qui concerne la troisième question, je la reprends. Il nous est demandé d'éclairer l'opinion nationale du type de gestion de nouvelles chefferies que vous venez de créer dans le secteur de Kibali, composé de 6 tribus, soi-disant réhabilitant des anciennes chefferies coloniales, malheureusement du territoire de Farage et non du territoire de Ouatsa. Effectivement, j'ai signé l'arrêté ministériel numéro 25/CAB/VPM/ministère de l'Intérieur SLDJ/08/2025 du 10 février 2025 portant réhabilitation des chefferies Barilogo et de la chefferie Bangba Mayogo dans le territoire de Ouatsa, dans la province du Haut-Ouélé. Ainsi, vous remarquerez avec moi qu'il s'agit d'une réhabilitation et aucunement d'une création de chefferie. D'autant plus que les deux entités dont il est question dans la préoccupation de l'honorable sénateur Batumoko, Jean-Pierre, ont été érigées en chefferie depuis le 2 mai 1910. La chefferie Bangba
Mayogo disposait de 3 groupements, à savoir le groupement de Tora, de Mangote et celui de Ngoulei, alors que la chefferie de Barilogo disposait également de 3 groupements, dont celui de Mandra Mandra, de la chefferie de Ngilinga Maïka et de celle de Kengengo. Ainsi, étant des chefferies, donc des entités territoriales décentralisées, dotées de la personnalité juridique et jouissant de la libre administration et de l'autonomie de gestion de leurs ressources humaines, économiques, financières et techniques, elles sont appelées à fonctionner conformément à la loi organique numéro 8/016 du 7 octobre 2008 portant composition, organisation et fonctionnement des entités territoriales décentralisées et leur rapport avec l'État et les provinces. Honorable Président du Sénat, honorable membre du bureau, très chers sénateurs, une chefferie est un ensemble généralement homogène de communautés traditionnelles organisées sur base de la coutume et ayant à sa tête un chef désigné par la coutume, reconnu et investi par les pouvoirs publics, eu égard de l'article 67 de la loi organique sus-évoquée. Il y a donc lieu de souligner que les 2 entités, en l'occurrence celle de Bangba Mayogo et celle de Barilogo, ont été érigées en chefferie en 1910, car remplissant les critères définis par la loi. En 1958, les 2 chefferies précitées vont être fusionnées par un arrêté du commissaire provincial de la province orientale, suite au faible taux démographique dans la chefferie de Bangba Mayogo, étant donné que les populations, notamment les jeunes, ont été amenés dans la chefferie de Barilogo pour renforcer l'exploitation minière de la société Kilomoto. C'est cette fusion des 2 chefferies qui va donner lieu à la création du secteur de Kibali, qui désormais va compter 6 groupements issus des 2 anciennes chefferies. Honorable Président du Sénat, très chers sénateurs, l'arrêté signé par moi n'est ni le fruit d'un miracle et encore moins d'une précipitation, mais plutôt l'aboutissement d'une procédure qui a suivi le cheminement ci-après. Premièrement, la signature le 23 août 2021 par le collectif des notables et chefs coutumiers des 2 anciennes chefferies. J'ai cité la chefferie de Bangba Mayogo et celle de Barilogo, d'un mémorandum au travers lequel ils ont sollicité la réhabilitation de 2 chefferies sus-évoquées. Les signataires du dit mémorandum vont avancer les raisons ci-après pour appuyer cette sollicitation à l'endroit du ministère de l'Intérieur. Le premier argument, ils estimaient que la question démographique qui a milité à la fusion des 2 chefferies ne se posait plus. Deuxièmement, la conviction de la réhabilitation de leur ancienne entité en entité territoriale décentralisée, bien organisée coutumièrement, sans frustration, permettra une fondation rigide et stable de l'administration et contiendra un tampon sécuritaire indéniable. Troisièmement, la crainte de la liquidation des valeurs ancestrales des uns et des autres. Et enfin, l'opportunité de la renaissance identitaire pour une cohésion traditionnelle et coutumière. Par la suite, deuxième acte, par son rapport du 10 mars 2022, l'administrateur du territoire de Ouatsa confirme la thèse du collectif ci-haut évoqué. Et en ajoutant des données supplémentaires, notamment sur la désignation régulière des animateurs des 2 entités par les familles régnantes,
L'emploi d'une même langue et les mêmes coutumes par chacune des deux chefferies, et notamment la langue Bari pour la chefferie Bari-Logo, et les langues Kigbanga et Kyogo pour les chefferies Gbangba-Mayogo. Je m'excuse si je ne prononce pas très bien les dénominations et des langues et des chefferies. Troisième acte. Au travers de sa correspondance numéro 0467, bar MISDAC, bar IGTER, bar RLF, bar 2023, l'inspecteur général de la territoriale a transmis son avis technique sur la reconnaissance de deux chefferies en question et soutient la réhabilitation de celles-ci pour éviter d'unifier deux ethnies ayant des cultures diamétralement opposées. 2. La partialité de l'autorité territoriale du fait qu'une seule ethnie, de Bari-Logo, est bénéficiaire d'un pouvoir public de chef de secteur au détriment de l'autre, Gbangba-Mayogo, augurant de fortes tensions à l'origine de guerres tribales en gestation. Et enfin 3, de favoriser une incompatibilité manifeste de fonction, car le chef de secteur de Kibali est hybride, en assumant à la fois la fonction de chef de secteur et implicitement celle de chef coutumier de la chefferie Bari-Logo. Quatrième acte qui sous-tend cette décision. La note technique numéro ministère de l'Intérieur, SG décentralisation 24200 EBV 32 du 2024 du 29 août 2024 du secrétaire général à la décentralisation. Une note technique adressée au ministère de l'Intérieur, à laquelle était joint un projet d'arrêté de réhabilitation assorti d'un avis déclarant conforme la réhabilitation de deux chefferies au regard de la loi et à la mission principale de l'administration de la décentralisation. Et enfin, dernier acte, le 5e, qui sous-tend cette décision, l'avis favorable émis par le gouverneur de la province du Haut-Ouélé au travers de sa lettre numéro 01 bar JBG bar 340 bar CAB bar PRO-COUV bar PHU bar 2024 du 26 novembre 2024. Honorable Président du Sénat, honorables membres du bureau, honorables sénateurs, comme vous avez pu certainement le remarquer à travers les éléments de réponse ci-dessus, le vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur, Sécurité, Décentralisation et Affaires coutumières que je suis, n'a ni créé une nouvelle chefferie, encore moins déplacé les limites d'une quelconque chefferie, d'un territoire ou dans une autre province que celle du Haut-Ouélé. Quatrième question me posée par le sénateur. Il me demande de démontrer en quoi la création de nouvelles chefferies devient la priorité du ministère dans la province du Haut-Ouélé. Honorable sénateur, je serais rassuré que la création de nouvelles chefferies ne figure pas parmi les priorités du ministère de l'Intérieur, Sécurité, Décentralisation et Affaires coutumières. Et depuis notre arrivée à la tête de ce ministère, nous n'en avons créé aucune et nous espérons ne pas en créer jusqu'à la fin de notre mandat, parce que ce n'est pas notre mission. Cinquième question, il nous est demandé enfin, c'est la dernière pour cette question orale, il nous est demandé d'éclairer la religion des honorables sénateurs sur le nombre actuel de chefferies en République démocratique du Congo. Il faut noter que la République démocratique du Congo compte actuellement
compter 263 chefferies. Et avec la conclusion du dossier qui nous a été soumis à travers les 5 soubassements que nous avons présentés ici devant vous, aujourd'hui, notre République compte 263 chefferies plus 2, ça fait 265 chefferies. Tels sont, honorable président du Sénat, honorable membre du bureau, honorable sénateur, les éléments de réponse que je tenais à vous communiquer et que j'espère ont éclairé les préoccupations de votre auguste chambre. Je m'en vais, si vous le permettez, répondre à la deuxième question. Oui, s'il vous plaît, vous pouvez y aller. Merci. La deuxième question me posée par l'honorable sénateur Jean Bamanissa Saïdi. Honorable président du Sénat, honorable membre du bureau, très cher honorable sénateur, encore une fois, je tiens à remercier l'honorable sénateur Jean Bamanissa Saïdi pour sa question orale avec débat, un devoir patriotique et civique de sa part que je salue vivement. Sa question orale me donne l'occasion, à travers votre auguste assemblée, le Sénat, d'éclairer aussi notre peuple, notre opinion, les Congolais, sur effectivement la carte d'identité nationale. Il vous souviendra que lors d'une cérémonie de lancement de la délivrance de la carte d'identité nationale organisée par le ministère de l'Intérieur, effectivement, 703 Congolais à ce jour, et parmi eux, le premier d'entre nous, le chef de l'État, ont reçu leur carte d'identité nationale. À notre arrivée au ministère de l'Intérieur, nous avions trouvé ce processus en cours, mais il était déjà en cours d'annulation de contrat du partenaire public-privé avec l'État congolais. Aujourd'hui, après résiliation de ce premier contrat, un appel d'offres techniques et financiers a été une fois de plus lancé pour trouver des partenaires fiables. À ce jour, les dossiers des mieux offrants sont en étude au niveau de la Direction générale de gestion des marchés publics en vue de la signature des contrats. Dans les entrefaites de toute cette procédure, l'Office national d'identification de la population, l'ONIP, a finalisé et transmis à mon ministère le cahier de charges détaillant les missions nationales de contrôle et d'enrôlement biométrique et une planification des opérations comprenant le processus complet dans l'ordre exigé par les textes, en commençant par l'identification systématique et effective de la population, la constitution du fichier général de la population, l'octroi du numéro d'identification nationale ainsi que les mentions de la carte d'identité nationale à délivrer. D'ici le début de l'année 2026, avec le budget adéquat qui sera alloué à l'Office national d'identification de la population, les opérations d'identification de la population et de constitution du fichier général de la population vont très bientôt débuter. Une feuille de route est déjà apprêtée pour une mise en œuvre efficace et bien coordonnée de toutes ces opérations. Ainsi donc, concernant la politique mise en œuvre par mon ministère et l'ONIP, autour d'une approche holistique d'identification exhaustive et modernisée en collectant les données démographiques par la stratification. Ici, c'est pour dire que c'est la stratégie mise en place à travers toutes ces études qui nous a été présentée par l'ONU. L'identification généralisée sera
très coûteux et exigera un personnel très important à former et à payer. C'est pourquoi l'ONIP devra procéder province par province en commençant incessamment par la province pilote de Kinshasa. L'identification par stratification est une approche élaborée pour permettre la collecte efficace et efficiente des données biographiques et biométriques de la population et surtout de tenir compte de l'existant, c'est-à-dire de toutes les opérations d'identification sectorielle avec leur base de données existante pour constituer une base de données générale. En outre, en d'autres termes, les bases de données sectorielles de la CENI, des élèves, de la police, des militaires, des réfugiés, des Congolais vivant à l'étranger, des étrangers vivant au Congo, des prisonniers, des conducteurs et d'autres catégories, doivent toutes être bientôt transmises à l'ONIP pour s'y fonder, procéder aux vérifications nécessaires et compléments en vue de constituer le fichier général de la population. Aux deux questions de savoir qu'est-ce qui bloque et à quand la production et la délivrance de la carte d'identité nationale. Le processus est minutieusement bien relancé, si bien que les préalables et les contraintes sont en train d'être élaguées l'une après l'autre. La production et la délivrance interviendront à coup sûr l'année prochaine et elles se poursuivront progressivement, strate après strate et province après province. L'ONIP est à pied d'œuvre. Très bientôt, elle sera dotée d'un centre de données et les données de la CENI seront transférées dans la base de données de l'ONIP en vue de leur traitement et actualisation. Tous ceux qui ont été enrôlés par la CENI constituent la strate ou catégorie des électeurs et seront, selon les prévisions et la feuille de route de l'ONIP, les premiers à avoir les données biométriques complétées et naturellement les premiers à recevoir leur carte d'identité nationale. En ce qui concerne l'argent, l'argent à la hauteur de 20 millions de dollars américains avait en son temps été décaissé dans le cadre de l'exécution du contrat avec l'ancien partenaire. Sous le contrôle de l'IGF et du ministère des Finances, une partie de cet argent a couvert les dépenses effectuées dans le cadre de l'ancien contrat. À ce jour résilié, et le solde a été retourné au Trésor public et permettra le moment venu à l'ONIP de couvrir les premières dépenses en rapport avec la construction de son centre de données, le data center. Concernant l'identification des citoyens congolais, hommes, femmes, enfants, adultes et vieillards, déplacés ou réfugiés, et autres non cités dans la question, et par extrapolation, le cas d'immigration vers l'intérieur du pays des populations voisines. La solution se trouve dans la méthode de la stratification. Elle permet, comme vous pouvez le constater, de catégoriser pour mieux collecter les données. Nous avons retenu 10 strates plus 2 qui sont les suivantes. Strates électeurs ou strates des majeurs ou personnes ayant le droit de voter. Comprenant tous ceux qui ont été enrôlés et ceux qui ne l'ont pas été et qui doivent être identifiés. Ici, l'ONIP travaillera étroitement avec le ministère de l'Intérieur en mutualisation avec la CENI. Strates élèves ou strates de 6 à 18 ans exclus. Ici, l'ONIP travaillera étroitement avec le ministère de l'Éducation nationale et de la nouvelle citoyenneté
et en mutualisation avec le CERMI. Strat enfants de 0 à 6 ans exclus. Ici, l'ONIP travaillera avec le ministère de l'Intérieur et le ministère de la Justice en mutualisation avec la 5e direction de la population qui a en son sein le service de l'état civil, cœur du dispositif. Strat policier, ici, l'ONIP travaillera étroitement avec le ministère de l'Intérieur et en mutualisation avec l'inspection générale de la police nationale. Strat militaire, ici l'ONIP travaillera étroitement avec le ministère de la Défense nationale et en mutualisation avec l'inspection générale des FARDC. Strat prisonnier, ou strat des personnes détenues dans une prison ou privées de liberté de mouvement. Ici, l'ONIP travaillera étroitement avec les ministères de l'Intérieur, de la Justice, des droits humains et en mutualisation avec les parquets généraux. Strat des Congolais vivant à l'étranger. Ici, l'ONIP travaillera étroitement avec le ministère des Affaires étrangères et en mutualisation avec la direction des Congolais vivant à l'étranger, en s'appuyant avec la Direction générale des migrations et l'Agence nationale de renseignement. Strat des étrangers vivant au Congo. Ici, l'ONIP travaillera étroitement avec le ministère de l'Intérieur, des Affaires étrangères, du Travail et en mutualisation avec la Direction générale des migrations et l'Agence nationale des renseignements et l'Inspection générale du travail. Strat des réfugiés et apatrides. Ici, l'ONIP travaillera étroitement avec le ministère de l'Intérieur et en mutualisation avec la Direction générale des migrations et l'Agence nationale des renseignements. Strat des déplacés internes. Ici, l'ONIP travaillera étroitement avec le ministère de l'Intérieur en mutualisation avec la Direction générale des migrations et l'Agence nationale des renseignements. Ici, il se pose aussi le problème d'adresse et une loi est en étude pour l'octroi d'une adresse provisoire de renseignement. Cela fait 10 strates auxquelles la conjoncture politique actuelle nous a amenés à ajouter pour des raisons de méthodologie 2 autres supplémentaires et qui sont transversales par rapport aux dits ci-cités. Il s'agit de strates des personnes vivant dans les zones en conflit et strates des personnes sans information essentielle. Ici, l'ONIP travaillera étroitement avec le ministère de l'Intérieur, de la Défense nationale, de la Justice, des Affaires sociales et en mutualisation avec la Direction générale des migrations, l'Agence nationale de renseignement et la société civile. La liste est non exhaustive. Concernant la carte biométrique des policiers et des militaires congolais, il faudra savoir dans le cadre de la mise en place des stratégies sectorielles des politiques publiques. Les secteurs de la police et de la défense sont considérés comme prioritaires dans la vie nationale. Car la sécurité est un levier de développement et de bien-être national. C'est dans cette optique que, parallèlement au renforcement des capacités, une attention particulière est accordée au recrutement à soumettre à la formation. De 2010 à 2013, avec l'aide de l'OIM, la police nationale congolaise avait procédé au recensement des policiers sanctionnés par la remise des cartes biométriques qui de nos jours sont expirées. Depuis 2015 à nos jours, les policiers qui ont été contrôlés n'ont pas obtenu leur carte biométrique, mais détiennent des récépissés. Mais un système de mise en place qui prend en compte la mise à jour à temps réel et les informations du policier dans les domaines de l'identité, de la carrière d'études sera transmis au système de l'ONIP pour la constitution du fichier général de la population. Il faudra noter que le policier
comme le militaire, constitue dans notre approche de travail une strate à identifier car les policiers et les militaires sont tout aussi citoyens congolais devant être identifiés par l'ONIP. Et comme je l'ai souligné au début, l'ONIP, en mutualisation avec les inspections de la police et de l'armée, les identifiera et les versera dans le fichier général de la population. Ils ont d'abord droit, comme tous les Congolais, à une carte d'identité nationale. Au niveau sectoriel de la police et de l'armée, leur corps de métier se fondera par la suite sur les variables disponibles dans les données de l'ONIP pour octroyer la carte professionnelle du policier et du militaire. L'approche de la stratification évite à l'État de faire double emploi. Une fois le fichier général de la population constitué, la police, l'armée, la CENI, les banques, les assureurs, l'inspection de l'enseignement et tous les autres services devront tous puiser dans le fichier général pour y extraire, selon la loi portant protection des données à caractère personnel, ce dont ils ont besoin pour leur secteur respectif. Concernant les mesures prises pour assurer la continuité de l'identification officielle et l'octroi des cartes expirées ou perdues, nous avons pris l'initiative de travailler en même temps sur la modernisation de la gestion administrative de la population, de sorte que les services de l'État civil, de la police, de la 5e direction et du secrétariat général de l'Intérieur, en collaboration avec l'ONIP, reçoivent toutes les demandes et les prennent en charge pour que les Congolais reçoivent à nouveau une carte lorsqu'elle sera perdue ou expirée. En guise de conclusion, comme vous pouvez le constater, les préalables tels que le cahier de charges et la feuille de route pour l'identification de la population, la constitution du fichier général de la population en vue de l'octroi de la carte d'identité sont apprêtés. Je plaide auprès de l'autorité budgétaire pour une allocation importante du budget de l'ONIP en vue de lui permettre de débuter les opérations au début de l'année prochaine afin de pouvoir espérer commencer à donner la carte d'identité aux Congolais à partir du mois de mai 2026. Je vous remercie sincèrement et reste disposé à poursuivre ce dialogue constructif avec l'honorable sénateur Jean-Baptiste Saïdi et toute l'institution du Sénat pour le bien de notre nation. Je vous remercie une fois de plus. Merci, Monsieur le Vice-Premier ministre. Je vais retourner à votre place. Merci. Honorables sénateurs et chers collègues, vous venez de suivre les réponses du Vice-Premier ministre, ministre de l'Intérieur, Sécurité, Décentralisation et Affaires coutumières. Aux questions orales avec débat des sénateurs Jean-Pierre Batumoko, Wafosunde et Jean-Baptiste Saïdi. J'ouvre un débat unique sur les deux questions orales avec débat. Que ceux qui veulent intervenir se fassent inscrire. Et je rappelle que nous devons rester dans le sujet des questions orales. Et j'y verrai. Je vais commencer, bon, la fois passée, j'avais commencé par la gauche, donc je viens à ma droite, pas. L'honorable Nikomba, l'honorable Mobutu Yala, l'honorable Botema, l'honorable Ramazani, l'honorable Tshisekedi Jean, l'honorable Mouissa, l'honorable Bachebanley, l'honorable Raymond, l'honorable Mabaya, l'honorable Moutima, l'honorable Boketsu, l'honorable Lingepo, l'honorable Basengezi et l'honorable Mambukele, si je ne me trompe pas.
Je n'arrive pas à lire d'où je suis, mais j'ai vu la main se lever. Alondi ba chondo ndishbalala boto dikala balonda kilopsangi chibomo subwa chondo bukalenga mabuji bemba nipesa dikala. Nous allons nous accorder 3 minutes par intervenant. Et je commence par l'honorable Nikomba. Merci, honorable président, pour la parole accordée. Honorable président... Je m'excuse, vous pourrez chaque fois indiquer, préciser. Oui. Il s'agit de quelle question? Oui. Merci. Ma question est portée sur l'intervention de l'honorable Bamanissa Saïdi Jean, que je remercie d'avoir soulevé ce problème crucial. Mon intervention, dans un esprit de responsabilité, s'articule autour de deux enjeux. D'abord, de la non-délivrance de la carte d'identité nationale. Ensuite, le renouvellement des cartes biométriques de nos policiers. Il est incompréhensible qu'en 2025, la majorité des Congolais ne possèdent toujours pas de pièces d'identité nationale fonctionnelles. La dernière distribution significative des cartes d'identité remonte en 1984. Depuis lors, nos concitoyens doivent se contenter des substituts anciennes cartes vertes ou les cartes d'électeurs ou encore de passeports pour prouver leur identité. Cette carence pose de graves problèmes sur le plan sécuritaire. La non-identification fiable des citoyens fragilise le pays sur les plans socio-économiques. Elle prive de nombreux Congolais de l'accès aux services de base et complique l'exercice de leurs droits civiques. Malgré des annonces récentes, force est de constater le statu quo. Son Excellence, Monsieur le Président de la République, a certes reçu symboliquement la première nouvelle carte d'identité le 30 juin 2023, mais à ce jour, la population n'en voit pas la couleur. Pourtant, l'Office national de l'identification de la population, ONIP, a bénéficié de moyens financiers importants, 20 millions de dollars, ont déjà été décaissés par l'État, mais aucune distribution de masse n'a eu lieu, notamment à cause des irrégularités graves relevées dans le contrat par l'Inspection générale des finances. Plus de 40 ans après, la situation reste inchangée et entame sérieusement la confiance des citoyens dans l'État. Cela peut plus durer. La question des cartes biométriques des policiers est tout aussi cruciale. La précédente campagne d'identification biométrique, il y a une dizaine d'années, a permis d'enregistrer environ 110 000 policiers et d'éliminer de milliers d'agents fictifs. Un progrès majeur pour la gestion des effectifs et la sécurité intérieure. Mais aujourd'hui, ces cartes arrivent à expiration et leur renouvellement accuse du retard. Si nous n'agissons pas, nos policiers se retrouveront sans identification officielle, ouvrant la porte à des usurpations d'identité et affaiblissant l'autorité de l'État. Assurer la continuité de l'État implique de doter nos forces de l'ordre les documents d'identité à jour. Face à ces enjeux, nous attendons du gouvernement des réponses claires et des actions concrètes. Plus précisément, je pose les questions suivantes. Pour la carte d'identité nationale, quelles mesures concrètes les gouvernements entend-ils prendre pour garantir à tous les Congolais une carte d'identité nationale fonctionnelle avant les prochaines échéances électorales et éviter que cette situation qui perdure depuis 1984 ne se perpétue davantage. Gouvernance de l'ONIP. Quelle est la stratégie de sécurisation et de gouvernance de l'ONIP, notamment concernant les 20 millions de dollars déjà décaissés? Comment s'assurer que ces fonds publics
seront utilisées de manière transparente et efficace pour enfin aboutir à la délivrance massive des cartes d'identité. Vous avez atteint 3 minutes. Je suis à la fin. Une question simplement. Carte de policier, quels sont les moyens logistiques, financiers et techniques mis à la disposition pour assurer les renouvellements rapides et fiables des cartes biométriques des policiers avant qu'une absence de papier d'identité n'entrave l'action de nos forces de l'ordre? Honorable Président, chers collègues, la balle est maintenant dans les camps du gouvernement. Il doit honorer ses obligations constitutionnelles envers la nation en assurant chaque citoyen une identité officielle et en garantissant l'identification permanente de ceux qui protègent la population. Ce n'est pas un luxe, c'est un devoir régalien. Je vous remercie. Oui, merci, honorable Nikomba. J'accorde la parole à l'honorable Mobutu Diala et que l'honorable Bachebandei se prépare. S'il y a moyen d'aller vers la question. Merci pour la parole, honorable président. La parole est à l'honorable Mobutu Diala. Et vous pouvez vous préparer pour la suite, honorable Bachebandei. Merci, honorable président, pour la parole. Honorable président, honorable membre du bureau, honorable sénateur, chers collègues, une carte d'identité nationale est essentielle pour l'inclusion financière, la digitalisation et la numérisation en RDC, car elle sert de base à l'identification numérique, permettant l'accès aux services bancaires, aux démarches administratives en ligne et à une meilleure inclusion sociale. Sans carte d'identité nationale, l'accès à ces services est limité, ce qui freine la participation à l'économie numérique, le développement économique et la modernisation de l'administration. Honorable président, honorable membre du bureau, honorable sénateur et chers collègues, qu'entendons-nous par inclusion financière? La carte d'identité est souvent nécessaire pour les comptes bancaires, accéder à des services de paiement numériques et obtenir des prêts, ce qui est fondamental pour l'inclusion financière. Qu'entendons-nous par digitalisation et numérisation? Elle permet, la carte d'identité, de prouver son identité de manière sécurisée lors des démarches en ligne, que ce soit pour l'administration publique, acte de naissance, passeport, etc., ou pour le secteur privé. Qu'entendons-nous par service public? Un système d'identification unique et fiable permet un accès facilité et sécurisé aux services publics, tels que la santé, l'éducation ou les programmes de sécurité sociale. Qu'entendons-nous par réduction de la fraude? L'intégration des données biométriques associées à une carte d'identité renforce la sécurité des transactions et lutte contre la fraude et l'usurpation d'identité. Qu'entendons-nous par modernisation de l'administration? Une identité numérique robuste est à la base de la modernisation de l'administration, avec à la clé une prestation plus efficace des services et une meilleure gestion des ressources. Les questions que je vais poser au vice-premier ministre, d'abord, ça va se tourner sur la production de la carte d'identité. Première question, quelles mesures sont mises en place pour garantir la qualité et la sécurité des cartes produites, notamment en matière de contrefaçon? Deuxième question, comment le gouvernement compte-t-il faciliter l'accès à la carte pour les populations vivant dans des zones difficiles d'accès ou pour les personnes en situation de vulnérabilité? Maintenant, les questions, il y a 3 questions sur la digitalisation et l'identité numérique. Comment le système d'identité numérique sera-t-il intégré au système existant et quels seront les délais de mise en œuvre? Deuxième question, quels mécanismes de protection des données personnelles des citoyens seront garantis pour assurer la souveraineté numérique du pays? Troisième question, quelle est la stratégie de sensibilisation pour informer et inciter les citoyens à adopter et utiliser le système d'identité numérique? Maintenant, sur les 3 autres questions, les 3 dernières questions, tourneront sur la sécurité nationale. Première question, comment le système d'identité numérique sera-t-il utilisé pour renforcer la sécurité nationale, notamment pour la lutte contre le terrorisme, la criminalité organisée et l'immigration illégale? Deuxième question, quels protocoles de sécurité seront mis en place pour protéger le système d'identité numérique des cyberattaques? Troisième et dernière question, quelle sera la coordination avec les autres ministères et agences pour l'utilisation de cette identité à des fins de sécurité nationale? J'ai dit, honorable président.
Merci, honorable Yala. J'accorde la parole à l'honorable Bachebande et que l'honorable Mabaya se prépare. Merci pour la parole, honorable président. Honorable président du Sénat, honorable membre du bureau, honorable sénateur, chers collègues. Monsieur le vice-premier ministre de l'Intérieur, conformément aux dispositions de l'article 46 de la loi portant composition, organisation et fonctionnement des activités des territoires décentralisés, tout chef-lieu du territoire et commune rurale. Aujourd'hui, à Ituri, sur les 5 territoires, seuls 2 chefs-lieux ont vu leur commune rurale installée. Il s'agit de la commune rurale d'Aru et de Mahaï. Quel est le sort que vous réservez aux autres communes rurales, notamment les chefs-lieux du territoire de Mambasa, qui comptent aujourd'hui plus de 60 000 habitants? Ma deuxième question. Monsieur le ministre, en 2013, le gouvernement de la République avait pris une série de décrets conférant le statut de la ville et des communes à certaines agglomérations des provinces du Katanga, du Kasaï occidental, du Kasaï oriental, de l'Équateur, du Bandundu, du Bas-Velé, du Nord Kivu, du Sud Kivu, du Maniema et de la province orientale. Compte tenu de certains cas d'irrégularité constatés a pris une mesure par le décret numéro 15/013 du 29 juillet 2015 portant sur séance de l'exécution de certaines dispositions de dit décret. Après un travail de fond, en 2018, le gouvernement a levé les moratoires par le décret numéro 18/020 du 30 mai 2018 portant levé de l'ancienne séance de l'exécution des dispositions des décrets numéro 13/020, 13/021, 13/022, 13/023, 13/024, 13/026, 13/027, 13/028, 13/029 et 13/030, conférant les statuts des villes et des communes. Contre toute attaque, cette mesure d'élever des surséances ne concerne que les agglomérations de quelques provinces, mais ça celle de l'ex-province orientale, dont l'actuelle province de l'Ituri. C'est pourquoi aujourd'hui je voudrais vous poser la question de savoir pourquoi cette discrimination et quels sont réservez-vous aux agglomérations concernées. Ici, je voulais parler de la gestion comme Ariwara, Ngokolo, Omana, etc. Donc, la gestion dépasse les chefferies et les secteurs, je dis. Oui, merci, honorable Bachebande. Vous n'avez pas mentionné, il s'agit de quelle question? Est-ce celle de l'honorable Batumoko pour qu'on ne puisse pas trop s'écarter du... Oui. Merci. J'accorde la parole à l'honorable Mabaya et que l'honorable Tshisekedi Jean se prépare. Honorable Président, je vous remercie pour la parole. Ma question portera sur la question orale de notre collègue Bamanissa. Honorable Président, j'aimerais d'abord féliciter notre collègue pour sa question, mais également féliciter le ministre qui nous a donné, qui a fait un exposé clair pour nous donner des informations importantes. Honorable Président, je me suis toujours posé la question de savoir comment pouvons-nous gérer une population sans en connaître le nombre. Et donc, le recensement, honorable Président, devrait constituer une première priorité au niveau du gouvernement. Mais j'aimerais féliciter le ministre parce que finalement, il nous assure que bientôt, ce recensement aura bel et bien lieu. Ça, c'est donc la première inquiétude sur laquelle je voulais mettre l'accent.
Ensuite, honorable président, en ce qui concerne la carte d'identité, ça fait donc 40 ans, depuis 40 ans, que la population congolaise n'a pas de carte d'identité. Et je dois féliciter également le ministre, parce qu'il nous assure encore une fois que fait le NIP en ce moment. Que fait le NIP exactement? Quelles sont les fonctions de le NIP en ce moment, depuis que cette institution a été créée? Quel est le budget qui est mis à sa disposition pour pouvoir fonctionner correctement comme institution préparant non seulement l'émission des cartes d'identité, mais également l'opération, la grande opération de recensement. Enfin, honorable président, j'aimerais également poser une question au sujet de ce processus important. Vous avez atteint les 3 minutes. D'appel d'offres, parce que le ministre nous a parlé d'un premier contrat qui avait été résilié, et il y a apparemment un deuxième contrat qui a été également mis en marche. Mais ce contrat est encore au niveau des appels d'offres. Quelles sont les dates, s'il peut nous donner ce processus? Quelles sont les dates qui, jusqu'à présent, ont été honorées et à quel moment nous pourrons voir cette deuxième entreprise qui va s'occuper des cartes d'identité? Voilà donc mes questions. Merci, honorable Mamba. J'accorde la parole à l'honorable Tshisekedi Jean et que l'honorable Ramazani se prépare. Merci beaucoup, honorable président, pour la parole. J'interviens par rapport à la question orale avec débat de notre collègue Bamanissa, dont je salue l'initiative. Je voudrais d'abord féliciter Monsieur le vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur, pour ces éléments de réponse et lui féliciter encore pour les efforts qu'il fournit depuis qu'il est à la tête de ces méga ministères. Honorable Président, la carte d'identité nationale n'est pas un simple document administratif. C'est le symbole même de l'existence légale d'un citoyen et les clauses de toute politique publique moderne. C'est dans ce contexte que je m'en vais poser, honorable Président, quelques questions de clarification au vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur, pour consolider notre cohésion nationale. Première question, le gouvernement a-t-il élaboré un calendrier officiel de production et de délivrance des cartes d'identité nationale? Si oui, quelles sont les étapes et les délais? Deuxième question, quelles sont les entreprises congolaises qui participent à ces projets pour valoriser la technologie nationale? Troisième question, les transferts de données de la CENI vers l'ONIP a-t-il été effectivement réalisé? Si oui, sous quel format et avec quelle garantie de sécurité et de souveraineté numérique? Quatrième question,
où sera hébergée la base de données démographiques nationales en RDC ou à l'étranger. Merci, honorable président, nous avons dit. Oui, merci, honorable Tshisekedi Jean. J'accorde la parole à l'honorable Ramazani et que l'honorable Moutima se prépare. Merci, honorable président, honorable membre du bureau, distingués collègues sénateurs pour la parole. Je commence par intervenir par rapport à la question orale de l'honorable Batomoko. Honorable président, nous avons constaté presque dans toutes les provinces que la plupart des chefs coutumiers déjà investis ne sont pas encore reconnus par les ministères qui, au regard de la loi numéro 15/015 du 25 août 2015 portant statut des chefs coutumiers, devrait nécessairement leur accorder un arrêté de reconnaissance. Et ces situations fragilisent la gouvernance locale, la gouvernance coutumière, et incite même la plupart des protagonistes, la plupart ambitieux au trône à créer des conflits coutumiers. Alors, ma question à son Excellence, Monsieur le Vice-Premier ministre, c'est de savoir qu'est-ce qui lui empêche d'accorder aux autorités coutumières, parce qu'ils se plaignent, parce que dans toutes les provinces, dans tous les territoires, ils se plaignent du fait de cette lenteur-là, de l'octroi d'arrêtés de reconnaissance. Il en est également des groupements d'effets. Dans la plupart des provinces, il se constate un foisonnement des groupements qui ne sont pas reconnus, mais ces groupements-là fonctionnent quand même. Quelle est la solution que votre autorité entend apporter à cette situation? Maintenant, pour ce qui est de la question orale de l'honorable Bamanissa, je commence par féliciter toutes les démarches que Son Excellence, Monsieur le Vice-Premier ministre, est en train de déployer pour que les Congolais aient une carte d'identité. Mais ce que je déplore, c'est la lenteur que je constate, parce que lorsque nous voyons que l'accord, par exemple, entre la CENI et l'ONIP pour les transferts de toutes les données que détient la CENI, cet accord a été signé depuis le jeudi 9 juin 2023, et jusqu'à ces jours, la CENI n'a toujours pas transféré ces données-là. Mais qu'est-ce qui bloque? Étant donné que la CENI a eu enrôlé plus ou moins 41 763 628 enrôlés. Une fois que l'ONIP sera en possession de toutes ces données-là de la CENI, est-ce que, Monsieur le Vice-Premier ministre, peut-il nous garantir que tous les 41 millions d'enrôlés qui sont dans les fichiers de la CENI auront leur carte d'électeur l'année prochaine? Leur carte d'identité. Leur carte d'identité l'année prochaine. Vous avez atteint 3 minutes. Je termine. Il se constate qu'à chaque fois que le pays fait l'objet d'une agression, que les agresseurs se précipitent tout d'abord à détruire presque tous les documents
de l'état civil de la population. À quand la numérisation des registres de l'état civil dans toutes nos communes, chefferies, villes, et j'en passe. J'ai dit et je vous remercie. Oui, merci, honorable Ramazan. J'accorde la parole à l'honorable Moutima et l'honorable Lingue pour ce moment. Merci, honorable président, pour la parole. Je voudrais remercier l'honorable Bamalissa pour sa question qui nous permet de discuter d'une matière importante. Lorsqu'on parle de la planification, tout à l'heure, il a été question du PDL 145 territoires. Notre collègue a eu à souligner les faiblesses dans la planification. Et elle a même dit, gouverner, c'est prévoir. Nous constatons que la plupart de ce qu'on appelle plans dans ce pays ne sont pas des plans parce qu'ils ne se basent pas sur un élément essentiel qui est la maîtrise de la population. Parce que l'objet d'un plan, c'est de faire face aux besoins actuels et futurs des populations. Dès lors qu'on ne connaît pas ces populations, comment peut-on faire face à leurs besoins? Je donne un exemple. Quand on demande aux Quinois ou aux autorités quelle est la population de la ville de Kinshasa, il y en a qui parlent de 8 millions, de 10 millions, de 15 millions, de 20 millions. Dans ces conditions-là, comment peut-on arriver à avoir un bon plan directeur de desserte en électricité de la ville de Kinshasa dès lors qu'on ne connaît pas réellement la population de la ville de Kinshasa? Si on ne connaît pas non plus la stratification de cette population-là, comment peut-on savoir qu'il faut construire des écoles pour les enfants parce qu'on aura des enfants en âge scolaire à tel horizon, tel nombre? Donc, ce n'est pas un exercice uniquement administratif, mais un élément important de planification pour le développement du pays. Lorsque nous suivons l'exposé du ministre et du vice-premier ministre, je vous en prie, ça nous donne quelques éléments de réponse, mais ça pose aussi quelques questions. Il nous dit qu'à partir du mois de mai 2026, on va commencer à délivrer les cartes d'identité. Ça sera les premières livraisons. Et les dernières seront quand? Quels sont les délais qu'ils ont prévus pour cette opération? Deuxièmement, quel est le coût